Bonjour et bienvenue dans le monde de Baron Samedi. Bref, vous connaissez la suite. Je sais, sur Instagram, je vous avais promis une vidéo théorie sur la naissance de Luffy et surtout l'emplacement de Laugh-Tale et du grand serpent rouge de sang. Mais encore une fois, Oda a eu raison de moi avec ce chapitre. Alors je me suis dit que pour me faire pardonner, je devais vous demander si je ne devais pas faire une vidéo théorie sur God Valley, et vous avez tous répondu par l'affirmative. Donc j'ai dû bûcher pour faire cette vidéo, mais je suis content de l'avoir fait. Je vous souhaite un très bon visionnage. Pour faire une petite review de ce chapitre, avant de nous attaquer aux deux plus grands dossiers importants, j'aimerais revenir sur la critique que j'ai faite la semaine dernière. Bon, il est inutile de nier cette évidence, j'ai adoré ce chapitre que j'ai trouvé excellent en tout point. Déjà pourquoi ? Car cette fois-ci, les enjeux sont respectés. Et on remarque une chose, c'est que lorsqu'il ne se perd pas dans des cases avec des personnages secondaires et se concentre sur les chapeaux de paille, Eiichiro Oda fait tout bon. Alors est-ce qu'on peut dire que ce chapitre redore le blason d'Onigashima ? Eh bien non, pas forcément. En réalité, il ne fait que confirmer un problème. Eiichiro Oda s'est laissé déborder au point d'oublier certains enjeux et surtout, il a rendu les Tobiropo presque anecdotiques. Il suffit de voir le traitement de King et de Queen, qui eux possèdent une histoire et un background pour le comprendre. Les deux lieutenants de Kaido ainsi que Jack sont de vrais personnages, ce qui rend leur combat plus qu'intéressant. Et c'est ce qui a manqué aux Tobiropo. En effet, Oda ici a fait en sorte que les antagonistes soient traités aussi bien qu'un héros, et de là, il réussit totalement son intrigue. Et grâce à cette petite subtilité, les combats des personnages secondaires ne m'ont pas dérangé, car ici, Oda démontre que Wano est l'arc des fourreaux rouges, et je crois qu'il aurait dû continuer à leur laisser la vedette, quitte à mettre les Mugiwara en dehors. On aurait pu avoir une confrontation entre les Tobiropo et les fourreaux rouges, pour ensuite voir nos héros tomber et voir les Mugiwara les venger. Mais je ne suis pas l'auteur, donc arrêtons-nous là. Outre le cas des deux ailes du roi des pirates, il reste encore le troisième commandant que nous n'avons pas vu à l'œuvre, et c'est Usopp. Alors je me demande comment il va agir et qui il va pouvoir affronter. Alors d'habitude, Usopp affronte toujours les Michités de l'arc. Ici il n'y en a plus, Kanjuro n'est plus, et Orochi est réservé aux fourreaux rouges. Cela laisse deux options. Ou bien Usopp pourra être amené à affronter Perospero, ou bien alors que je pensais que Jack était pour Jinbei, peut-être que Jack fera un excellent adversaire pour Usopp. J'ignore totalement comment Usopp pourrait gagner, mais il est grand temps d'assister à la venue du troisième commandant. Si ce n'est pas le cas à Wano, peut-être que Oda attend Elbaf pour cela. Après tout, les révélations sur Sanji et Zoro sont très importantes, il serait bien de ne pas leur voler la vedette. Bien, après avoir abordé cela, attaquons-nous aux deux sujets les plus importants de ce chapitre. J'aime One Piece, et ce chapitre me confirme à quel point j'aime ce manga. Comme je l'ai dit précédemment, ici l'auteur a choisi de resserrer son intrigue autour des Mugiwara, et que dire, ça fonctionne. Ici les interactions entre Sanji et Zoro sont excellentes et je suis heureux de les revoir. Je vais surprendre, mais je n'ai jamais été un fan de la rivalité entre les deux personnages. Pour moi le duo que j'avais en tête quand j'imaginais Zoro et Sanji, c'était celui du Devi Backfight. Bon, la question qui se pose maintenant, c'est est-ce que l'on va rester sur cette structure du 2 versus 2 ? Ainsi, Oda opposerait l'amitié de Zoro et Sanji à la haine entre King et Queen, et cela raccourcirait un peu le nombre de chapitres. Mais tout ceci n'a pas vraiment d'importance. Ce qui est important, ce sont les origines des personnages. Outre le fait qu'enfin il est confirmé que Zoro est non seulement Shimotsuki et potentiellement le fils d'Ushimaru Shimotsuki, je dis potentiellement car Oda peut très bien nous troller, on remarque une insistance sur l'œil de Ryoma. Bon, j'ai assez parlé de ma théorie sur les Shimotsuki en vrai roi de Wano, donc je vais pas la répéter ici. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et en parlant d'œil, il y a quelque chose qui m'inquiète. Vous connaissez aussi ma théorie sur le paradoxe temporel, et il y a quelque chose qui m'inquiète là-dessus. Comme je l'aborderai dans ma vidéo sur Luffy et Joy Boy, il y a bien une histoire en cycle dans notre manga. Il y a un perpétuel renouvellement. Dans One Piece, le début et la fin se confondent, et le passé et le présent vont presque au même point. Ainsi, si on peut penser que Luffy est réellement Joy Boy, et que Ryoma est son bras droit, peut-on penser que Zoro serait aussi le Ryoma de la légende ? La seule chose qui peut nous laisser penser le contraire est que Wano n'est pas la cité d'or de la légende. Mais encore une fois, il y a une référence au temps et à la répétition des événements qui m'inquiète. Pour ma part, je continue de croire que tout cela n'est que symbolique, sauf pour un personnage bien précis pour qui le temps agit différemment. Mais cela est pour la vidéo qui lui sera consacrée. Autre personnage qui va faire parler, celui de Sanji. Non seulement on nous laissait présumer que les techniques de Sanji faisaient appel à des pouvoirs ancestraux, mais désormais nous avons un nom sur le peuple qui utilisait ces techniques, le peuple Lunaria. Bon, nous aborderons les Lunaria plus en détail dans le dossier God Valley. Mais est-ce qu'on peut lier ce peuple à Sanji ? Eh bien oui, cela pourrait être possible. Il y a la possibilité que Sanji aurait subi une transformation à travers les gènes. J'adore vraiment cette idée
Mais quid alors de ses frères et sœurs? Pour cela, je reste encore dubitatif à ce sujet, car cela serait nier le rôle de la mère de Sanji, qui est sans doute pas celle que l'on croit. Donc cela laisse une piste dont j'aimerais que l'on parle. Ne pourrait-on pas s'imaginer que Sanji serait un descendant lointain du peuple Lunaria par son père ou bien par sa mère? Cela devrait être abordé dans la vidéo sur les Vinsmoke, mais je vais le dire ici, il y a beaucoup de choses qui nous laissent croire que les Vinsmoke seraient une famille déchue. Cette hypothèse d'ailleurs était abordée dans la chaîne YouTube des archives d'Ohara, qui avait fait une excellente théorie sur les Vinsmoke et leur lien avec Impel Down. La vidéo n'est plus là, mais j'espère qu'ils la remettront en ligne. Et pour ma part, j'en étais arrivé à la même conclusion. Déjà, il est étrange qu'un royaume aussi puissant que le Germa ne soit pas invité à la rêverie. Je me suis toujours posé la question du pourquoi, mais vous connaissez la réponse. Seuls les royaumes ennemis du gouvernement sont bannis. Or, pour avoir été bannis, cela ne veut dire qu'une seule chose, les Vinsmoke étaient certainement des possibles alliés de Joy Boy. Maintenant, pourquoi peut-on penser à cela? Eh bien à cause de la symbolique du diable qui repose sur Sanji. Sanji est associé au bouc et il possède le Diable Jump. Or le diable est l'ennemi naturel de Dieu. Et qui sont les dieux dans notre monde? Eh bien oui, ce sont les Tenryubito. Donc peut-être qu'il était teasé déjà à l'époque que Sanji et les Vinsmoke étaient possiblement des dits ou des cousins des Lunaria. Et ce qui laisse songer cela est que le diable, ou bien une de ses versions, est celle d'un ange déchu. Lucifer n'est-il pas celui qui a été banni du jardin d'Éden et qui a refusé de se prosterner devant les humains? Ainsi, tout comme Lucifer, un ancêtre Lunaria de Sanji aurait perdu ses ailes pour avoir refusé de se prosterner devant les dragons célestes. De simples hommes qui se prennent pour des dieux, ce qui aurait donné la branche des Vinsmoke. Une branche de fugitifs, dénuée d'ailes, alors que bien d'autres auraient été piégés à God Valley, comme King. Bien évidemment, cette petite théorie peut paraître un peu tirée par les cheveux, car cela ne se repose que sur des symboliques. Mais je dois avouer que l'ironie serait pas mal si Big Mom souhaitait avoir un Lunaria dans sa famille, alors que son beau-fils en était possiblement un. Ce qui me dérangerait dans l'idée que Sanji soit Lunaria par le sang et non par la transformation est que cela mettrait un frein à l'idée que Eneru devienne possiblement un Mugiwara, car il est associé au peuple Lunaria, même si je pense que Eneru est un Tenryubito. Ce sur quoi d'ailleurs je conclurai cette review est que notre équipage fait couler beaucoup d'encre. Je vois déjà beaucoup se plaindre de l'idée que nos personnages ne soient pas de simples hommes mais des monstres, ou bien des fils de grandes légendes, comme si cela amenuisait tous leurs efforts ou ce qu'ils ont accompli. Je ne suis pas surpris parce que cela fait assez longtemps que je vois ce genre de critiques dans bien des mangas et des œuvres que je trouve assez hors sujet. Je dis hors sujet déjà parce que je pense que c'est un point de vue purement occidental et influencé par beaucoup d'œuvres récentes et une pensée générationnelle à laquelle je n'accroche pas du tout. J'espérais en parler dans une de mes vidéos sur les écritures des personnages, mais j'ai comme l'impression que notre génération et celles qui nous succèdent ont un problème avec ce côté linéage. Pour beaucoup, ce n'est pas normal qu'un héros parte avec des avantages dans la vie. Pour eux, un héros doit absolument partir de rien et être au plus bas de l'échelon. Notez que quand je parle d'échelon, il peut être aussi social que de pouvoir. Donc pour ces gens-là, partir du plus bas est beaucoup plus intéressant pour un personnage. Parce que quelque part, le lecteur a besoin de s'identifier au héros et de se dire lui-même qu'il peut aussi partir de rien. Ce que je comprends. C'est quelque chose d'inspirant. Mais ceci n'est pas le cas dans la vraie vie. Aujourd'hui justement, ce qui est en train de tuer beaucoup d'œuvres et qui a nui à notre génération est le fait d'avoir fait croire aux gens que tout le monde était spécial et capable de tout. Et je vais vous faire un petit spoiler alerte, ceci est faux. Et dans bien de nos mangas préférés, c'est pareil. Beaucoup de nos héros, que ce soit Goku, Seiya, Ichigo, ont un père et une mère hyper célèbres ou puissants ou possèdent un pouvoir spécial. C'est presque la base du shonen. Et One Piece n'a jamais voulu briser ses codes. Au contraire, One Piece nous a caché beaucoup d'informations sur les Mugiwara au départ, car ils sont justement spéciaux, mais même eux ne le savent pas. Et ils n'y portent aucun intérêt, et cela ne retire en rien leurs efforts. Il faut comprendre que One Piece n'est pas une histoire terre à terre. Ou bien One Piece n'est pas une histoire qui est capable de vous faire rêver et de vous dire que telle personne n'est partie de rien. Au contraire, One Piece est un conte. Et One Piece est un conte mythologique fait de légendes. Et en cela, il fait honneur aux autres récits mythologiques. One Piece fait honneur à ses prédécesseurs. Avant One Piece, il y a de cela des millénaires, existait l'Iliade d'Homère, qui est un des plus grands récits héroïques et mythologiques. Et bien dans ce récit, Achille, l'un des héros, ainsi qu'Hector, Ajax ou Ulysse, ne sont pas des bergers, ce sont des fils de rois devenus rois eux-mêmes. Dans Game of Thrones, que tout le monde adore actuellement, beaucoup de nos héros sont des fils de nobles. Jon Snow, Robb Stark, Jaime Lannister et bien d'autres sont des fils de nobles. Cela ne diminue pas ce qu'ils accomplissent ou bien leur parcours du héros. Car encore une fois, Oda nous raconte une légende avec des personnages légendaires. Et comme je l'ai dit sur ma théorie dans les légendes arthuriennes, One Piece n'est pas un manga de pirates, mais de seigneurs et de chevaliers qui se battent pour un trésor. D'ailleurs, lorsque vous connaissez la légende arthurienne, Arthur, simple fils de berger, va découvrir qu'il est le fils d'Uther Pendragon. C'est le fils même d'un roi, mais pourtant, il va accomplir des aventures qui font qu'il sera légitime. Et dans One Piece, beaucoup de personnages sont en réalité des fils de nobles ou des descendants de grandes lignées. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi nos Mugiwara devraient en être exempts. On a montré qu'ils étaient des monstres. Nami est capable de sentir le vent, on sait même pas pourquoi.
Usopp, Luffy, Sanji et Zoro ne sont jamais tombés malades. Franky est un génie, Brook est un assassin, Jinbei est une légende. C'est donc normal qu'ils aient une explication à cela. Tout ceci en réalité n'est qu'une confirmation. Lorsque l'on comprend leur linéage, on comprend tout. Et ils ont le droit d'être des monstres, d'être des anomalies. Car nous sommes dans un monde où tous les personnages sont des monstres de puissance. Nous sommes dans un monde où des personnages font 3 mètres de haut. Et justement, le fait que les Mugiwara par rapport à ces personnages fassent dans les 1,80 m montre à quel point ils sont humains par rapport à ces monstres, sans pour autant être des personnes qui partent de nulle part. Dans beaucoup de mangas, même les personnages qui partent de rien ont toujours une singularité qui font qu'ils pourront surpasser le reste. Et encore, vers la fin des œuvres, on comprend que cela ne suffit pas, parce qu'il faut avoir une certaine cohérence avec notre monde. Et la cohérence dans ce monde est que quand on a des monstres de puissance, nos personnages aussi doivent montrer que quelque part, ils ont aussi quelque chose de monstrueux en eux. Un talent ou une force qu'ils vont pouvoir exploiter. Et cela fait que plus la montagne devient haute pour nos héros, qui malgré un héritage fort échouent, plus la victoire devient emblématique et donc légendaire à son tour. Donc si l'on critique les Mugiwara, alors il faut remettre en question tous les autres personnages du manga. D'ailleurs le chef otaku, qui n'est pas le plus grand fan de ce manga, a remarqué cette caractéristique narrative. Il faudrait que l'on prenne du recul là-dessus. Bien, je suis désolé d'avoir tant digressé, mais pour moi c'est important d'analyser un chapitre de One Piece autrement qu'en vous faisant un résumé page par page. Nous en avons fini pour cette moitié de review, et comme promis, il est temps de parler de God Valley. Il existe un endroit où vivent les dieux, c'est une grande étendue de terre. Ainsi avait parlé Eneru à Skypiea. Nous avions convenu qu'Eneru avait un grand rôle à jouer dans cette histoire. Et enfin, mes amis, nous sommes proches de la vérité. Nous sommes proches de la fin. Il y a peu de temps, Oda nous a révélé l'existence d'un endroit où se serait déroulé un incident, une catastrophe. On appelle cet endroit God Valley, le lieu où vivaient les Tenryubito et leurs esclaves. À l'époque, nous avions théorisé sur ce dossier, mais essayons de tout synthétiser dans cette vidéo. Le chapitre 1023 nous a confirmé que King était originaire d'un peuple lié à la Lune. Or, nous ne connaissons que 3 grands peuples, les Bilkans, les Chandia et les Skypiens. Alors qui sont les Lunaria? Je serais d'avis de dire que les Lunaria forment le peuple de Bilka, non pas celui de la Terre, mais celui de la Lune. Ainsi, Chandia, Skypiens et Bilkans étaient tous des Lunaria. Ils se seraient séparés en 3 endroits. Mais la question à se poser n'est pas qui sont-ils, mais qu'est-ce qu'ils pourchassaient et comment ont-ils fini? Et c'est ce que je vais tenter de découvrir. Pour cela, Oda nous a donné 3 indices à travers plusieurs personnages dans son récit. Parmi eux se trouvent King l'incendie, les Rocks pirates et leur capitaine Shebek, Eneru le dieu usurpateur, ainsi que Fisher Tiger et Uzuhu, les adorateurs du dieu soleil Nika. Premièrement, pour répondre à la question de qu'est-ce que le peuple Lunaria cherchait, j'aimerais commencer par King. Dans ce chapitre, Marco se remémore des paroles de son ancien capitaine et Queen nomme le peuple de King. Les Lunaria étaient leur nom, ils vivaient sur Red Line, ou peut-être au-dessus de Red Line, avant d'être massacrés par les Tenryubito. Mais pourquoi les Lunaria régnaient sur Red Line et qu'est-ce qu'ils recherchaient par-dessus tout sur cette zone, me demanderez-vous? Mais mes amis, je vous répondrai que vous connaissez déjà la réponse. C'est Eneru lors de l'arc de Skypiea qui nous l'avait déjà donné, et sa mini-aventure n'a fait que la confirmer. Rappelez-vous, je vous avais dit qu'Eneru n'avait pas réalisé son rêve, et je doute que les Lunaria aussi. Et que recherchait Eneru comme les Lunaria? Eh bien bien sûr, c'est la Fairyverse. Ainsi donc, comme je vous l'avais dit, Oda nous avait trompés, car la Lune n'a jamais été la Fairyverse. La Fairyverse était en réalité sur Terre. Et si, comme je le pense, et que nous sommes beaucoup à le penser, la Terre ressemblait à la plongée de notre monde, alors ce serait tout à fait logique que le peuple de King se soit posé sur Red Line, le grand serpent rouge de sang. Car après tout, qu'est-ce que Red Line si ce n'est qu'une grande gigantesque verse à la perte de vue? Donc maintenant nous avons une réponse, mais celle-ci apporte beaucoup plus de mystère, car si Red Line était là avant, qu'est-ce que la Pangée finalement? Est-ce qu'elle était déjà là, ou bien est-ce que c'était le projet des Lunaria qui aurait été avorté par les Tenryubito? Encore une fois, il faut se poser la question de si les Dits étaient beaucoup plus nobles qu'on le pense. Peut-être que les Dits étaient les méchants de l'histoire. Encore une hypothèse de ma part, et je dois vous avouer que nous n'avons jamais été aussi proches de la vérité et en même temps aussi éloignés, et ceci me retourne la tête. Dans tous les cas, cela nous confirme que Eneru a une grande part à jouer dans cette histoire de God Valley, et il est bien lié à toutes ces intrigues, que ce soit par le sang ou bien par son linéage. Cela nous conduit maintenant vers les Lunaria. Maintenant que nous savons ce qu'ils recherchaient, il nous faut nous demander ce qui leur est arrivé. Je pense que pour beaucoup d'entre nous maintenant, il est évident qu'ils ont combattu le grand ennemi du manga, Im-sama. Les Lunaria auraient assisté Joy Boy dans sa guerre, et ils auraient perdu cette guerre. Cela les aurait conduits à l'esclavage sur une île qui répond au nom de God Valley. Et c'est là que l'on va devoir se demander où God Valley se trouve. Si nous sommes certains que les nobles habitent Marijoa depuis le début de ce nouveau monde, on se demande ce qu'est la God Valley. Allons, n'est-ce pas étrange que la définition d'Eneru corresponde autant à Marijoa, une grande étendue de verse,
infini, un endroit où les dieux vivent, l'endroit où ils devraient être. Ceci est presque une sorte de paradoxe, car si God Valley est Bilka comme je le suppose depuis le début, alors Eneru devrait déjà connaître son nom. Or de ce que l'on sait, Eneru n'est jamais allé sur les mers bleues, et la Fairyverse dont il parle ne serait pas Redline mais la Pangée, ou bien la terre de l'ancien royaume. Dans tous les cas, celle-ci n'est pas en haut, mais elle est beaucoup plus bas, bien plus bas. Ce qui nous amène à penser que Skypiea est une répétition de la chasse au One Piece. Car comme Eneru, beaucoup de personnages croient que le One Piece est au bout de Grand Line, ou peut-être en hauteur, mais en réalité, il est plus bas, bien plus bas, et il aurait disparu à cause de ce grand serpent dont on parle. Car oui, en définition, God Valley n'existe déjà plus. Beaucoup de gens ignorent son existence. C'est là encore qu'il serait logique de penser que God Valley était Bilka. Ou bien mes amis, et si nous imaginions quelque chose d'autre, un autre scénario qui nous aurait été introduit par deux personnages, Fisher Tiger et bien sûr Rox dit Chebek. Et ce scénario que je vous propose serait le suivant. Et si en réalité il existait deux God Valley? La première serait la God Valley que Chebek aurait attaquée et qui serait Bilka, et la seconde serait une autre God Valley, la God Valley originelle, aussi appelée Redline et désormais Marijoa. Est-ce que vous comprenez où je veux en venir? Je vais vous expliquer. Si l'on se fie aux paroles d'Eneru, il y avait bel et bien un endroit où les dieux vivaient. Or Eneru est de Bilka, et comme vous le savez, j'ai établi une théorie qui dit que Eneru est en réalité un sang mêlé et qu'il serait à moitié Tenryubito. Or nous savons que Eneru est né à la même période que l'incident de God Valley. Ceci est une rareté. Cela ne laisse aujourd'hui que deux possibilités. Ou bien Bilka est la seconde God Valley que Chebek a attaquée et qui a poussé les Tenryubito à fuir vers Marijoa, laissant Eneru seul face à la vengeance des esclaves, ou bien God Valley était sur Marijoa et donc des Tenryubito auraient fui vers Bilka. Or en y repensant mes amis, la seconde hypothèse ne paraît pas du tout logique. Bien sûr, si Marijoa était la God Valley qu'ont attaqué les Rox, le gouvernement pouvait très bien la faire disparaître. Souvenez-vous de ma théorie sur le Rio Poneglyph. Tout existe dans le monde de One Piece et nous avons déjà tout vu. Sauf que sans un nom pour définir quelque chose, on peut croire que cette chose vient d'un autre monde. Donc les nobles auraient très bien pu faire disparaître le nom de God Valley en 40 ans, et en gardant le secret. Mais comme je le répète, cette hypothèse ne me paraît pas logique. Toutefois, on peut essayer de la comprendre, parce que la God Valley originelle est en réalité Redline et la Pangée, et donc en quelque sorte Marijoa. Ainsi nous aurions bien deux God Valley, et c'est là que l'on comprend pourquoi Tiger est remonté à Marijoa. Parce que après avoir fui Bilka, les Tenryubito sont revenus avec leurs esclaves, qui eux priaient un dieu lié au soleil. Or mes amis, qui sont ceux qui vénéraient le soleil? Oui, ce sont bien les Skypieiens, les Chandiens et possiblement les Bilkans. Encore une fois, tout nous ramène à Bilka. D'habitude j'ai dit que tout nous ramène à Wano, mais cette fois-ci tout nous ramène à Bilka. Ce qui donne un nouveau sens à ma théorie sur Eneru. Peut-être qu'en réalité, quand il parlait de sa Fairyverse, il ne parlait peut-être pas de la Pangée vers laquelle Luffy et lui vont devoir aller, mais de la terre que les autres Tenryubito auraient volée au Lunaria, dont il ferait aussi partie. Et la personne qui lui aurait transmis son rêve, dit au Tenryubito cela importe peu, ne lui aurait pas tout dit sur son passé qu'il aurait découvert sur la Lune. Un passé et une légende que les Rox auraient découvert. Or ici, l'histoire de God Valley va prendre un tournant. Car aujourd'hui, la God Valley de l'époque n'existe plus. Mais Marijoa, God Valley originelle, est encore là. Et un homme est amené à la reprendre. Cet homme s'appelle Nika. Aussi vais-je en profiter pour vous donner ma théorie sur l'identité de Nika. Car comme pour God Valley, je crois qu'il existe deux Nika. Pour nous lecteurs, cela ne fait aucun doute que ce libérateur est Luffy. Cependant, cela n'est pas forcément le cas pour beaucoup de personnages du manga, et ceci est exprimé par le combat entre Jinbei et Uzu, deux personnages qui sont dans un équipage lié à Nika. Dans le combat entre Uzu et Jinbei, Jinbei démontre à son adversaire qu'il s'est totalement trompé sur l'identité de Nika. Il semblerait que Uzu n'ait pas compris l'idéologie de Nika, cela veut dire qu'il sert le mauvais maître. Or rappelez-vous, pour moi Kaido attendait justement J-Boy à Wano. C'est pour cela qu'il est à Wano depuis tout ce temps. Est-ce que vous avez compris à quoi je fais allusion désormais? Dans l'histoire, pour beaucoup de personnes, Nika n'est absolument pas Luffy. Ce sont nous les lecteurs qui pensons que Nika est Luffy, mais pas pour les personnages dans l'œuvre. En réalité, le Nika que tous attendent est Rox dit Chebek. Après tout, ce n'est pas logique. La personne qui a libéré les esclaves, ce n'est pas Luffy, c'est Rox qui a attaqué God Valley. Et c'est là que ma théorie, qui dit que les Rox et les Kurozumi ne sont en réalité que la même famille, prend tout son sens. Car les Kurozumi ne sont peut-être pas liés à la lune, mais ils sont liés aux ténèbres. Mais j'ai aussi appris que le terme Kurozumi pouvait être lié au soleil. Et maintenant regardez l'apparence de Rox, et comparez-la à Nika. Est-ce que vous n'y voyez pas une légère ressemblance? Ainsi, l'histoire de Tiger prendrait un autre sens. Peut-être que comme Tiger, Chebek aurait possiblement vécu sur l'une des deux God Valley. Puis, il serait revenu sur celle de Bilka pour y livrer son dernier combat et donner à Roger la flamme pour qu'enfin il essaie de comprendre le monde. Et 40 années plus tard, le véritable Nika est enfin apparu. Et celui-ci s'appelle Monkey D. Luffy, celui qui est venu au monde miraculeusement
et qui semble ne pas être de ce monde. Alors qui est-il vraiment? D'où vient-il? Nous répondrons bientôt à ces questions, mais ceci ne sera pas pour aujourd'hui. Voilà pour cette review. Finalement, le débat sur les Mugiwara aura été un peu plus long que le dossier God Valley. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Étant donné que je suis en train de passer une nuit blanche avec cette vidéo, j'ai sûrement oublié beaucoup de détails. Donc si jamais vous avez des choses qui vous frappent ou des détails à me faire remarquer, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour qu'on en discute. Pour ma part, je pense en avoir fini et je vous dis à très bientôt pour ma vidéo sur Laugh Tale. Donc à très bientôt sur Grand Line. Ou plutôt pour cette fois-ci, à bientôt sur Red Line. À bientôt les pirates.